Il en pleut quand parlent les économistes qui traduisent ou non la réalité de la vie socio-économique d'un pays, comme certains le pensent. Mais pour ce soir, messieurs, mesdames, l'invité que nous recevons, enseignant à l'Université protestante du Congo, Alexandre Mbouchoué, va essayer de nous parler autrement d'économie. Son parcours, plus d'un, l'estime élogieux. Est-il qu'il faille d'entrée de jeu revisiter les statistiques flatteurs, comme on le remarque, qui traitent de la croissance en République démocratique du Congo pour que ça cesse d'être comme des mots barbares. Croissance en République démocratique du Congo, de quoi est-il question quand il faut mettre les choses sur la table? C'est à travers la compréhension de la croissance économique qu'on arrive à expliquer comment est-ce qu'une nation s'enrichit, et aussi à travers l'étude de la croissance, on arrive à comprendre qu'est-ce qui explique les écarts de niveau de vie entre différents pays dans ce monde. Alors, c'est l'accroissement de la production de toute une économie durant le temps. En RDC, on parle croissance. Y a-t-il croissance ou non? La réponse est affirmative. Il y a bel et bien croissance. C'est que d'une année à une autre, la production de la RDC est en train de croître. Et cette reprise a été amorcée en 2002 et elle se consolide au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. D'aucuns croient qu'il n'y a pas de croissance, mais je suis d'un avis contraire. Et je peux l'expliquer en des termes assez simples. Aujourd'hui, si nous regardons le paysage de notre économie, on se rend compte que dans différents secteurs d'activité, certaines entreprises ont eu à s'installer en RDC. Est-ce un fait du hasard? Non. Si les entreprises viennent dans un pays tel que la RDC, c'est justement parce qu'il y a des perspectives bonnes d'affaires. Dans le secteur minier, qui est le principal moteur de la croissance aujourd'hui, nous avons des entreprises telles que Tenke Fungurume qui ont investi dans le pays pour plus de 1 milliard de dollars américains. Est-ce qu'il n'y a pas eu croissance? Mais je dis que oui, parce que d'abord, ces entreprises, en investissant, ont eu à acheter des biens d'équipement à l'étranger. Et ces biens ont été acheminés vers la RDC par bateau. Donc on a dû embarquer et amener en RDC. Et les bateaux, en arrivant, ont payé des frais d'accostage. Ce qui fait qu'il y a eu des rentrées pour le pays. Et au niveau toujours du port, que ce soit Matadi ou Boma, il y a eu la manutention. Des frais ont été donc payés pour la manutention. La douane a également capturé quelque chose au titre de la douane. Et les transporteurs ont eu à déplacer les équipements du lieu d'arrivée au lieu d'exploitation. Bref, il y a eu une activité qui s'est créée. Et ces équipements ont été utilisés pour produire des minerais. Et donc voilà qu'il y a eu croissance dans ce secteur. Quelle est la qualité de cette croissance? C'est-à-dire sur le niveau de vie des gens, sur la santé, sur le système éducatif et ainsi de suite. Lorsqu'il y a croissance économique, c'est que le niveau de l'activité économique est en expansion. Ça suppose qu'il y a des personnes qui travaillent. Et directement, ces personnes gagnent de l'argent. Avant que Tenke Fungurume soit installé, par exemple, dans ce pays, il n'y avait pas de gens qui travaillaient. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui travaillent là-bas. Avant que Vodacom ne vienne, il n'y avait pas de gens qui travaillaient là-bas. Vodacom s'est installé en RDC, Vodacom a engagé RTL même, Orange vient d'arriver aussi. Et donc, c'est pour dire quoi? Quand il y a production, l'homme intervient. Et les hommes qui travaillent directement bénéficient en termes de rémunération. Comment pouvez-vous parler à ceux qui disent qu'on ne ressent pas des retombées sur le plan social? Il y a de ces personnes qui restent les bras croisés et qui attendent que la croissance les rejoigne. Non. Pour être bénéficiaire des fruits de la croissance, il faut être un acteur au sein de l'économie. Et d'autres disent qu'ils ne ressentent pas les effets, alors qu'il y a une politique qui est mise en œuvre par le gouvernement pour améliorer le système éducatif, améliorer le système sanitaire. Et bien, je pense que déjà ces éléments sont d'ordre à aider le pays à aller de l'avant. L'amélioration du système sanitaire, comment le voyez-vous? Plusieurs infrastructures se sont retrouvées en état de délabrement très avancé. Par le fait de reconstruire les infrastructures, on est en train d'améliorer le système. Il y a aussi des programmes qui sont mis en œuvre pour accroître la fourniture en produits basiques pour répondre à cette maladie. Il y a des campagnes agricoles qui sont, de vaccination qui sont menées ici et là, dans le but toujours d'améliorer la situation sanitaire dans le pays. Donc, pour faire bref, il y a quelque chose qui se fait. Mais bien sûr, c'est pas de manière très spontanée que l'on va ressentir cela, mais il faut prendre un peu de temps pour que l'action puisse prendre corps et que les effets puissent être diffusés. On peut dire que c'est de ça que vous traitez dans l'ouvrage que vous venez de publier.
Oui, dans l'ouvrage, je parle de la croissance économique et des ressorts sur lesquels la croissance se fonde, des différentes actions qu'il faudrait envisager pour faire que la croissance soit là. Et aussi, je parle de quelle manière on peut envisager une amélioration de la qualité de la vie à travers les effets de la croissance économique. Pour le cas congolais, que faut-il? L'économie est en train de croître déjà, mais il y a quelques réformes qui demandent d'être faites pour que l'on puisse justement consolider la croissance qui est en train d'être réalisée depuis 2002. Et je parle de réformes parce qu'il faudrait justement faire de sorte que l'on puisse réduire au strict maximum les taxes qui dérangent les opérateurs économiques. Et il faudrait aussi créer un ensemble de conditions qui pourraient stimuler l'esprit d'initiative privée ou d'investissement dans le pays. Et créer aussi un système d'incitation qui amènerait les personnes qui disposent des moyens d'investir dans le pays. Il faut qu'on ne pense pas qu'il n'y a jamais eu croissance dans ce pays. Si nous partons de 1960, même aux années 2000, il y a quand même eu une certaine croissance dans le pays. Oui, quand on rentre en arrière dans le temps, on se rend compte qu'à l'indépendance, notre économie s'est inscrite dans une phase de récession parce que les guerres, les troubles sociopolitiques ont eu à gêner l'appareil économique et donc l'économie a été tirée vers le bas. C'est en 67, soit 2 années après que le maréchal Mobutu ait pris le pouvoir, que l'économie a renoué avec la croissance. Et cette croissance s'est installée de 67 à 74 avec un taux moyen de croissance de 7%. Et durant cette période, la GECAMI était au zénith, et donc l'économie était en train de prospérer. Mais c'est à partir de 74 que le cours des choses a été renversé parce que tout simplement, l'économie mondiale a souffert par le fait du premier choc pétrolier. La révision à la hausse du prix du baril a consisté à entraîner une hausse des coûts de production, et cette hausse des coûts de production a eu une incidence négative sur l'activité économique partout au monde. Donc l'économie a été tirée vers le bas, le chômage a repris dans les économies occidentales, tout dans les économies pauvres, et bref, c'est à ce moment-là que notre économie s'est inscrite dans une phase de récession. On aurait pu y remédier si on avait une vision claire de développement, mais fort malheureusement, on n'a pas eu à utiliser correctement les rentrées que la GECAMI a données au pays, et bref, le mal s'est installé, et en 89, la principale mine de la GECAMI, la mine de Kamoto, est tombée en éboulement. Et c'est à partir de 90 que notre économie est entrée en phase de récession. Donc on a connu cette année de croissance, et après c'était la récession, et à partir de 90, on a connu une grande débâcle économique avec un taux de croissance moyen de moins 7% sur une période de plus de 10 ans. Ce n'est qu'à partir de 2002 que l'économie a renoué avec la croissance. Et ce retour à la croissance se trouve jugé par le fait que la demande mondiale des minerais a eu à reprendre. Et donc, certains pays émergents, puisqu'ils ont besoin du cuivre et du cobalt, ont cherché à renouer avec la GECAMI à travers différents partenariats pour pouvoir exploiter les minerais de la GECAMI et relancer leurs économies ou sinon consolider leur croissance. Sinon, pourquoi parlez-vous de manque de vision, d'absence de vision, alors qu'il y avait des plans quinquennaux, il y a même eu Objectif 80. Sous Mobutu, on disait que l'agriculture était la priorité des priorités. Mais quand on regarde le budget de l'État, on consacrait pratiquement 2% du budget de l'État à l'agriculture. Donc il y avait contradiction entre l'action et le dire. Et c'est ce qui dérange souvent. On doit peu parler, mais plus agir. C'est ça, en fait, le vrai problème. Donc, il y a eu un problème de vision au niveau du développement de notre économie. Les orientations prises n'étaient pas bonnes et certaines actions menées n'ont pas été à la hauteur des attentes. Ce qui fait qu'on n'a pas su gérer correctement notre économie et voilà que l'économie s'est retrouvée au fond du gouffre. Mais quand vous entendez certains nostalgiques dire que c'était mieux qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Vous leur opposez des chiffres, mais à ces chiffres, d'autres opposent le fait que, comme nous le disions tout à l'heure, ils ne le ressentent pas dans leur mieux-être. Et comme j'ai dit tout à l'heure là, on a reculé pendant près de 10 ans avec un taux moyen de 7%, un taux négatif de 7%. C'est un élément qui a joué négativement sur l'économie. Et aujourd'hui, on est en train de reprendre. Mais les taux de croissance réalisés actuellement ne sont pas encore à la hauteur du recul.
on a fait en moyenne un recul de 7% de 90 à 2001. Et en 2002, on a fait 3,5%, on était là 5%, 6%. Et ce n'est qu'à peine l'année passée qu'on a fait 8%. Donc si on consolide les chiffres, on se rend compte que le recul était plus profond que la reprise amorcée. Donc il faudra encore attendre un peu pour que l'on puisse se retrouver davantage dans ce que l'on est en train de faire comme croissance aujourd'hui. Le taux de croissance font remarquer certains observateurs de 1960 aux années 2000 est de 3,5%. Et de la même manière, on remarque que l'augmentation de la population est également de 3,5%, mais par an. On peut innover et faire avancer les choses. Et c'est ce qui est en train de se faire parce que... Vous limitez une question de temps ou une question politique à mettre en œuvre? Non, les politiques, il faut les concevoir et les mettre en œuvre, certes, mais il faut aussi que le temps puisse jouer pour que l'on puisse sentir, parce qu'on prend une décision aujourd'hui, on la met en œuvre et il faut attendre que la décision puisse porter ses fruits. Lorsque le temps se passe et que la décision ne porte pas ses fruits, là, on conclut que la décision a été mal prise. Mais au stade actuel des choses, je pense qu'il serait important de concevoir des bonnes politiques, les mettre en œuvre et de voir un peu ce qu'il en sera demain. Mais 100 ans, c'est trop éloigné dans le temps. Je pense que il est possible en 5 années de faire de la magie de l'économie, c'est-à-dire faire décoller cette économie, accroître de manière substantielle notre production et améliorer également le niveau de revenu des personnes pour que l'on puisse dire que oui, le niveau de vie s'est amélioré à la suite de la croissance. Mais je tiens à préciser une chose, c'est que d'elle-même la croissance économique ne suffit pas. Il faut faire de la croissance, mais il faut accompagner la croissance d'un ensemble de mesures, des mesures qui s'inscrivent dans le cadre des politiques redistributives pour que justement l'on puisse faire ressentir à l'ensemble de la population les effets bénéfiques de la croissance. Il faudrait qu'il y ait des politiques sociales. Des propos génériques, ça peut être quel genre de mesures que vous... On peut mettre sur pied des programmes assez spécifiques, ce qu'on appelle les filets de protection sociale, pour venir en aide à certains pauvres. À travers, par exemple, des bons alimentaires, on peut aider les personnes qui ont du mal à consommer, à trouver quand même quelque chose à mettre sous la dent et à nouer correctement les 2 bouts du mois. C'est possible. Il est possible également d'envisager des programmes scolaires pour appuyer la scolarisation des jeunes filles. Il est possible également d'avoir des programmes orientés dans le secteur de l'agriculture pour améliorer la productivité des agriculteurs. Donc il est possible de concevoir un ensemble d'actions qui permettraient de réduire à terme la vulnérabilité de certaines personnes ou encore de réduire l'incidence et la profondeur de la pauvreté dans le pays. Est-ce que vous pouvez reprendre le contexte congolais et dire que voilà, tel déterminant, telle situation ou tel indice peut permettre de faire croire que nous sommes partis pour le bon et qu'on va de plus en plus vers une croissance soutenue? Notre économie a repris avec la croissance en 2002 tout simplement parce que le niveau de l'investissement a eu à augmenter. Dans les années 90, le niveau d'investissement a eu à baisser sensiblement à la suite de la méfiance qui s'est installée dans le chef des opérateurs économiques, mais également à la suite des effets pervers des conflits armés qu'on a connus, à la suite des effets pervers des jeux de placement, BIN de promotion, Gouma, qui ont eu à jouer négativement sur le système financier national. Avec les réformes initiées depuis 1998 pour redonner au système financier congolais une architecture bonne, avec les efforts de normalisation de la situation politique et avec la mise en place d'un nouveau cadre d'affaires à travers un nouveau code des investissements, on a remarqué que le niveau de l'investissement a eu à augmenter. Et donc c'est la reprise d'investissement qui justifie la reprise de l'économie congolaise. Et en accompagnement à cette reprise de l'investissement privé, le gouvernement a eu à mettre en place une politique de reconstruction des infrastructures. Donc la conjugaison de ces éléments et les efforts de normalisation de la situation politico-sécuritaire ont fait que l'économie puisse justement renouer avec la croissance. Donc c'est pour dire qu'on a repris une marche normale avec notre économie. Mais bien sûr, il faudrait consolider nos efforts parce que la situation politique est certes améliorée, mais il y a encore à faire. À l'Est, la situation sécuritaire dérange quelque peu, mais il y a lieu de faire des efforts pour que l'on puisse davantage améliorer la situation. Donc on a repris, mais il y a encore à faire. Mais la mise en pratique de l'économie dépend quand même d'une région à une autre. Globalement, l'économie a eu à reprendre. Dans pratiquement toutes les provinces de la RDC, l'activité économique a eu à reprendre. Au mois de novembre et décembre dernier, j'étais à Kisangani. J'ai participé
aux travaux préparatoires de la table ronde et également j'ai participé à la table ronde organisée par la province. Et les chiffres qu'on a eu à manipuler là-bas font état d'une reprise de l'activité économique en province orientale, malgré qu'à l'Ituri, la situation sécuritaire demeure quelque peu fragile. Donc c'est pour dire que même dans cette province qui a été frappée par la guerre, et l'une des provinces les plus frappées, on a observé une reprise de la croissance. Le secteur agricole a réalisé à lui seul en 2013 une croissance de 11-13%. C'est énorme. Et le secteur minier, qui offre un grand potentiel là-bas, n'est pas très développé. Aujourd'hui, avec Kibali, qui travaille avec Sokimo, on remarque quand même que la production de l'or est en train de reprendre progressivement aussi. Donc on peut dire que c'est dans l'ensemble des provinces que la croissance a eu à reprendre. Et c'est déjà une bonne chose, mais bien sûr, il faudrait accompagner cette croissance d'un ensemble de mesures pour essayer d'élargir ou d'étendre les effets bénéfiques de la croissance sur le niveau de vie de la population. Mais dites-moi un peu, je ne veux pas vous pousser vers une sorte de polémique, mais quand vous entendez ces avis contradictoires entre la Fédération des entreprises du Congo et le gouvernement, est-ce que vous dites qu'il faut essayer d'y regarder donc un peu plus près pour accepter ou infléchir ce qui se dit par rapport à la croissance? Lorsqu'on parle du climat des affaires, on se rapporte à un ensemble d'indicateurs. Et parmi ces indicateurs, on compte la stabilité macroéconomique. Pourquoi la stabilité? C'est justement parce que l'opérateur économique fait des prévisions. Et ces prévisions, il le fait en tenant compte du prix. Si les prix sont stables, il peut faire des bonnes prévisions. Mais lorsque les prix ne sont pas stables, il a du mal à faire ses conjectures. Donc déjà par le fait qu'aujourd'hui, on a relevé le défi de la stabilité macroéconomique, eh bien, il y a déjà un élément du climat des affaires qui s'est amélioré. Un autre élément du climat des affaires, c'est quoi? C'est la capacité qu'ont les opérateurs économiques à obtenir des crédits bancaires. Mais on ne peut pas obtenir des crédits bancaires si justement il n'y a pas de banque dans le pays. Mais c'est un peu de regarder aujourd'hui quel est le nombre de banques que l'on compte en RDC, quel est le total bilantaire des banques. Y a-t-il pas eu une amélioration? Je pense que si. Et donc, on peut dire qu'il y a des éléments du climat des affaires qui s'améliorent. Il y a quelques années passées ici, le gouvernement a eu à prendre des mesures pour abolir certaines taxes ou certains prélèvements fiscaux qui, en fait, n'étaient pas justifiés. Et ce sont des efforts qui sont conjugués justement pour améliorer le climat des affaires. Les routes jouent un rôle important dans le développement de l'économie. Par le fait qu'on est en train de reconstruire certaines routes, on est aussi en train de faire quoi? D'offrir aux opérateurs économiques un cadre amélioré pour faire des affaires. Donc je pense que ces éléments-là montrent quand même qu'il y a une volonté de faire avancer les choses. Le président de la République a annoncé une vision et le gouvernement est en train de s'évertuer à mettre cette vision en œuvre. Voyons voir un peu à terme qu'est-ce que ça va donner, mais je pense que, pour ma part, qu'il y a quand même des efforts qui sont conjugués pour que quelque chose aille de l'avant. Et si on veut s'en convaincre, bien sûr, on peut devoir ou de s'interroger pour savoir combien sont les entreprises qui ont fermé leurs portes en RDC, justement parce que le climat des affaires dérange ces dernières années. Vous en avez dénombré un certain nombre? Non. Quand vous avez en face de vous une maman maraîchère, une vendeuse au marché, un agent de la fonction publique d'un certain niveau, peut-être celui du huissier, et qui vous pose la question de savoir c'est quoi l'économie. C'est l'activité de l'homme qui consiste essentiellement à produire et à consommer des biens. C'est ça essentiellement l'économie. Donc en parlant économie, je vois deux activités de l'homme, la production et la consommation des biens et des services. Les autres activités telles que le commerce, le transport, sont les activités qui viennent s'installer dans le circuit de l'activité économique, mais les deux principales activités sont la production et la consommation des biens et des services. La production y est. Oui. La consommation, elle y est également. Oui. Et vous pouvez dire que le nombre de gens qui fréquentent le marché a augmenté ou il a diminué? Il a peut-être augmenté, mais en termes d'approvisionnement, ils ont un peu plus ou ils ont moins? Oui, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui ont vu leurs revenus augmenter, tout simplement parce que justement leurs revenus ont augmenté, donc ils arrivent à consommer plus qu'auparavant. Et d'autres aussi n'arrivent plus à consommer comme auparavant parce que les revenus ont baissé. Mais il faudrait chercher à savoir quels sont les facteurs qui sont à la base de cette hausse ou cette baisse du niveau de revenus. La maman maraîchère peut se poser la question de savoir, oui, on me dit qu'il y a croissance, mais comment est-ce que je peux sentir cette croissance? Mais en regardant le nombre de personnes qui s'adressent à elle aujourd'hui pour acheter les produits, si la demande augmente, ça peut justement être justifié par le fait que la croissance a eu à reprendre.
Parce que quand la croissance reprend, c'est qu'il y a quelques personnes qui ont des revenus accrus et donc ces personnes demandent plus qu'auparavant. Et donc cette demande additionnelle peut aussi justifier un accroissement de la demande adressée aux maraîchères. Et si ces demandes s'accroissent, elles auront aussi à leur niveau à revoir à la hausse leur production. Et donc par un effet d'entraînement, il peut y avoir une situation d'accroissement dans le cycle de production au niveau du secteur agricole. Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse être fait pour que nous ayons ou que nous accélérions la croissance pour arriver à des économies comme celle de l'Angola, du Botswana, de l'Afrique du Sud? Je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait doter le pays d'un plan d'investissement, investissement de taille, pour que l'on puisse relever le défi du développement et faire de notre économie une économie prospère à l'image de l'économie sud-africaine. Parce qu'aujourd'hui, notre économie est certes en train de faire de la croissance, mais cette croissance se fonde essentiellement sur l'industrie extractive. Or, au niveau de l'industrie extractive, on ne crée pas suffisamment de valeur. Et pour que l'on ait une économie forte, une économie émergente, il faudrait justement que notre économie soit capable de produire ou de créer plus de valeur qu'auparavant. Et donc ça suppose la création de plusieurs industries. Et ce processus d'industrialisation doit se faire avec un plan directeur d'investissement. Donc je pense qu'il faudrait avoir ce plan directeur d'investissement et le mettre en œuvre avec une vision, c'est celle de créer des industries pour accroître la chaîne de création des valeurs ajoutées dans le pays. Si du reste, à ce prix que le nombre d'emplois va augmenter de manière sensible et que la hauteur des salaires va aussi être revue à la hausse. Parce que les premières étapes de la production n'exigent pas beaucoup en termes de rémunération, alors que les étapes secondaires et tertiaires exigent plus. Et donc, en élargissant la chaîne de création des valeurs ajoutées, on pourra créer des emplois mieux rémunérés et même réduire le degré de vulnérabilité de notre économie vis-à-vis des chocs d'origine extérieure. Vous y voyez là un problème de gouvernance? Pas un problème de gouvernance, mais plutôt une question de choix et d'options et de la mise en œuvre. Les choix sont opérés, mais il faut arriver à mettre en œuvre. Ça suppose qu'il faudrait attirer des capitaux assez conséquents et aussi doter le pays d'un capital humain conséquent, parce qu'il faut avoir la technologie, mais aussi avoir des personnes qui pourraient l'utiliser pour faire avancer les choses. Mais est-ce que vous pouvez relever par-ci par-là des structures qui permettent de donner une impulsion à la croissance? La croissance est le fait des privés. Ce sont les entreprises qui sont au centre de la croissance, que ce soit en Afrique ou en Europe ou en Amérique ou même en Asie. C'est l'entreprise qui est à la base de la croissance économique. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est créer des conditions pour permettre aux gens d'investir. Mais en créant ces conditions, il faut aussi imprimer une vision de développement à ces personnes pour que justement l'économie puisse reprendre de plus belle et donner à la population ce que la population attend d'elle. Et ces investisseurs, vous les voyez en augmentation, en diminution? Non, mais quand les chiffres, on les examine de près, ça indique que le taux d'investissement a augmenté en RDC. Durant ces 10 dernières années, le taux d'investissement a augmenté de manière sensible. Et il y a certains opérateurs qui ont investi comme j'ai dit tout à l'heure, pour plus d'1 milliard dans le pays. C'est qu'il y a une confiance qui est en phase de restauration. Par rapport à leur part dans la croissance du pays, vous pouvez donner quelques chiffres en prenant le secteur des télécoms, en prenant le secteur des mines, en prenant tel ou tel autre secteur et dire que voilà ce qui se passe pour qu'on puisse réellement parler de croissance. Oui, l'année passée, selon les estimations, notre économie a fait une croissance de 8,5%. Et les 4 principaux piliers sur lesquels cette croissance est fondée sont le secteur des industries extractives, le secteur de l'agriculture, le secteur du commerce, de gros et de détail, et enfin le secteur de la construction. Ce sont les 4 piliers. Et le principal secteur, c'est le secteur des industries extractives. Sur les 8%, près de 3% de la croissance réalisée était le fait des industries extractives. La production de cuivre a augmenté de manière très sensible. La production d'or a également repris. Alors qu'il y a quelques années, la production d'or était en baisse, elle a repris aujourd'hui. La production de cobalt se comporte très bien. Donc, bref, le secteur minier est le principal levier de la croissance de notre économie. Mais fort malheureusement, comme je venais de dire, c'est l'extraction. Les matières sont tirées du sol sans subir une véritable transformation. Et ça consacre une certaine vulnérabilité, parce que si la demande mondiale des minerais baisse, ça donnera un coup ou un coup de torchon à notre économie et on pourrait ressentir rapidement les effets. En 2008, par exemple, lorsque la crise
a eu à sévir en Occident, la demande mondiale des minerais a baissé et on a vu que notre économie a quelque peu reculé, tout simplement parce que la demande mondiale des minerais a eu à baisser et comme les prix sont déterminés à l'extérieur, c'est ce qui a fait que l'économie a quelque peu vacillé. Donc il faudrait mettre sur pied un plan de développement de notre économie et ce plan devrait se fonder sur la nécessité de créer une industrie qui permettrait de transformer la matière, de donner plus de valeur et ça permettrait aussi de réduire la vulnérabilité vis-à-vis des chocs exogènes. Mettre sur pied un plan de développement de l'économie peut aussi pousser à poser la question de savoir que fait-on de l'argent qui explique cette croissance. Effectivement, oui, il y a des efforts à fournir pour mobiliser davantage de ressources parce que le potentiel du secteur minier congolais en termes de recettes fiscales est estimé à près de 20% du PIB. Mais dans la situation effective, ce que l'on remarque, c'est que le secteur ne rapporte pas 20%. Et donc il y a lieu de fournir des efforts pour capter ces recettes qui semblent échapper au trésor public. Il y a lieu de faire ces efforts pour améliorer la mobilisation des recettes dans d'autres segments de l'économie. Parce qu'il n'y a pas que le secteur minier. Il y a d'autres secteurs qui peuvent aussi rapporter de l'argent, le tourisme et d'autres, mais il me semble qu'on n'arrive pas à capter assez, tout simplement parce qu'il y a quelques faiblesses encore dans notre système de gestion des finances publiques. Et donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait renforcer les réformes du côté mobilisation des recettes pour avoir plus d'argent. Mais attention, l'argent, c'est une chose, et il faut aussi savoir utiliser correctement. Et du côté également de l'exécution des dépenses, il y a lieu d'innover dans les mécanismes d'exécution des dépenses pour rationaliser les choix budgétaires et veiller à la qualité de la dépense, parce qu'il faudrait que les dépenses aient une incidence réelle sur la marche de l'économie et également sur la vie des Congolais. De la vie de plus d'un, il faudrait une croissance soutenue, mais pour parler de ce qui a trait à la gouvernance, à la gestion du pays, est-ce qu'on ne peut pas dire ou relever ce qui plombe un peu cette sorte de croissance? Vous ne parlez pas de corruption, vous ne parlez pas de mauvaise gestion, vous ne parlez pas de tout ça. J'ai fait remarquer que la question de la qualité des institutions est une question qui dérange pour beaucoup les économies africaines. Lorsque les institutions ne sont pas de bonne qualité, lorsque les proposés de l'État agissent pour leur compte personnel et non pas pour le compte de la nation, eh bien, il est plus qu'évident que les résultats que l'on obtient seraient médiocres par rapport à ce qu'on aurait pu obtenir si la façon de gouverner était bonne. Donc je suis de ceux qui croient qu'il faut aussi améliorer la gouvernance. La bonne gouvernance est un déterminant de la croissance, mais la bonne gouvernance avec une vraie vision du développement, c'est ce qu'il nous faut. Parce que le concept de gouvernance est certes aujourd'hui très utilisé, mais il est difficilement maîtrisable parce que quand vous entrez à l'intérieur, il y a des indicateurs qualitatifs qui au fait traduisent certaines réalités, certains points de vue, alors que la croissance, elle, se chiffre à travers des indicateurs quantitatifs. Et donc, bref, c'est pour dire que oui, il faut d'abord une gouvernance, mais il faut aussi avoir une bonne vision du développement ou de la marche de l'économie pour que le mix des deux éléments puisse permettre à ce que l'on aille de l'avant. Et en RDC, nous souffrons également des problèmes de gouvernance. Il arrive des fois que certains décideurs n'arrivent pas à prendre les bonnes décisions, tout simplement parce qu'ils exigent des pots de vin. C'est un élément qui dérange. Au niveau même de la fiscalité, on arrive des fois à ne pas mobiliser suffisamment de recettes parce que certains acteurs au niveau des régies financières ne se comportent pas de manière digne. Au lieu de renvoyer l'argent vers la Caisse générale du Trésor, ils négocient avec les opérateurs économiques pour que l'argent puisse quitter le circuit officiel. Il y a un roulage, ça c'est une réalité. Mais je suis de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas rester sur le boulevard des lamentations à se plaindre, mais il faudrait plutôt innover. Et je suis de ceux qui pensent que si aujourd'hui on met un système intégré et automatisé de gestion des finances publiques, eh bien, on peut améliorer la collecte des recettes et également améliorer la gestion des dépenses publiques. Et tout cela, il faut le remettre dans un cadre, et c'est le fameux cadre macroéconomique. On peut dire que tel qu'il se présente aujourd'hui, il permet de donner un coup de pouce à la croissance. Oui, il y a eu des améliorations assez profondes au niveau du cadre macroéconomique, mais il faudrait consolider justement cette stabilité pour que la population croie réellement à une rupture par rapport aux expériences du passé. Parce qu'autrefois, il suffisait de dire que la Banque centrale a pris telle décision pour que sur le marché, les mamans revoient directement à la hausse les prix de leurs denrées.
Tout simplement parce qu'on a annoncé. Donc, il y avait une perte terrible de confiance. Aujourd'hui, pour regagner la confiance, il faut stabiliser durablement l'économie pour que les gens croient à la volonté nette des décideurs de rompre avec l'expérience du passé. Le cadre macroéconomique, expliqué en d'autres termes et très brièvement. C'est au fait un ensemble de paramètres clés qui nous permettent de voir comment est-ce que se présente le contexte économique national de manière générale. Et là, nous voyons le niveau... Prenons quelques-uns. Le taux de croissance du PIB. Quand on vous dit que l'économie réalise une croissance positive, c'est que l'économie est en train de se développer. Et donc, ça peut être un indicateur qui pourrait attirer un investisseur pour dire que oui, cette économie est en train d'aller de l'avant, donc je peux y investir parce qu'elle fait de la croissance. Le niveau de la pression fiscale, c'est aussi un indicateur qui peut aussi agir sur l'investissement privé. La stabilité du taux de change, c'est aussi un indicateur. Il y a aussi le niveau de l'inflation. Ce sont là les principaux indicateurs qui, en fait, permettent de définir le cadre macroéconomique. Et là, à l'intérieur, vous voyez aussi le système financier. Bien sûr, le système financier aussi, parce que le niveau de l'inflation joue également sur le rendement des placements effectués par les opérateurs économiques. Ce qu'il faut peut-être également dire, c'est comment expliquer qu'il y a un certain nombre de gens qui disent « nous ne ressentons pas les retombées », et que le revenu n'est pas réparti comme cela aurait dû l'être, et qu'à côté, en dépit du fait qu'on dise que quand le bâtiment va, tout va, cela ne s'applique vraiment pas au cas congolais. Donc, lorsque le bâtiment va, tout va, c'est pour dire que quand le bâtiment reprend, c'est que l'économie est en train de reprendre. Mais pour que les effets de la reprise soient ressentis, il faudrait, en plus des effets directs de la croissance, envisager des politiques sociales qui seraient de nature justement à utiliser le surplus de la croissance pour améliorer le social. Et donc il faudrait faire une croissance qui serait pro-health, pro-schooling et pro-power. C'est-à-dire que les surplus que l'État réalise en termes de recettes publiques devraient être utilisés pour financer l'éducation, la santé et lutter contre la pauvreté. C'est ainsi que tout à l'heure j'ai parlé des filets de protection sociale comme étant un instrument que l'on peut utiliser de manière assez efficace pour réduire la vulnérabilité vis-à-vis de la pauvreté, réduire l'incidence de la pauvreté et même la profondeur de la pauvreté dans ce pays. Il y a des personnes qui, pour prendre un sucré, attendent le 25 décembre pour avoir ça, ou encore pour manger un poulet. Mais sinon, pendant l'année, ils ont du mal à manger. Mais dans certains pays, on a eu à développer des stratégies de bons alimentaires pour aider les plus pauvres des pauvres à avoir quelque chose à manger. C'est une approche qu'on peut utiliser pour aider certaines personnes à se retrouver. Et si on le fait, c'est qu'on va les attirer autour de la table pour manger. Et une fois que ces personnes seront autour de la table, on peut aussi, par ricochet, envisager des programmes de formation pour eux, leur apprendre à lire et à compter. Et donc on aura résolu aussi un problème de capacité pour ces personnes. Et une fois qu'on a résolu cette question de capacité, puisqu'on est en phase de reconstruction de l'économie, eh bien, on peut, à travers des programmes de redressement du secteur agricole, voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces personnes qui, aujourd'hui ou après formation, arrivent à lire et à calculer. Et donc, ça serait pour nous l'occasion de créer un nouveau potentiel pour l'économie et redynamiser, par exemple, le secteur agricole. C'est une question qui n'aurait pas dû se poser, mais c'est comme si on disait, mais pourquoi s'ouvrir sur l'extérieur? Mais à l'intérieur du pays, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour financer notre économie. Il faut être réaliste. Rien qu'en regardant le niveau de revenus qui est celui des Congolais et en regardant le niveau de besoins à satisfaire, eh bien, les capitaux mobilisés à l'intérieur du pays ne sont pas à la hauteur de nos défis de développement. D'où la nécessité pour nous de s'ouvrir sur l'extérieur. Mais à dire le vrai aussi, s'ouvrir, ce n'est pas un mal. Quand on s'ouvre, c'est parce qu'on ressent un déficit. Mais ce n'est pas un mal. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut s'ouvrir, s'endetter, et une fois qu'on reçoit des capitaux en provenance d'étrangers, voir comment les utiliser à bon escient pour que ces capitaux puissent nous aider à générer un surplus qui, à terme, permettra de rembourser le principal, payer les intérêts et dégager un surplus qui pourra servir par la suite à financer l'économie. Quelque part, dans le 4e chapitre du livre, je fais allusion à cela. Je fais remarquer que l'endettement n'est pas un mal en soi, mais il faudrait que la croissance qui est réalisée grâce à l'endettement soit une croissance supérieure aux exigences en termes de taux d'intérêt pour que l'on puisse vraiment tirer parti de cette croissance. Même si d'aucuns ont soutenu à un moment que avant de s'endetter, de se désendetter, il faut cesser de s'endetter. C'était la fameuse querelle autour du contrat chinois à l'époque.
Bon, on pouvait pas. En fait, c'est pas de manière synchrone que les choses s'arrêtent, non. On peut s'endetter, on peut continuer à s'endetter, mais il faut s'endetter de manière intelligente pour que l'on puisse justement voir comment est-ce qu'on peut insuffler un progrès à l'économie. Et une fois que le progrès est là, on tire les dividendes de ce progrès et on voit comment se désengager par rapport aux dettes qui sont arrivées à échéance. Oui, vous n'allez pas dire que ce n'était pas le cas pour ce qui était du contrat chinois. Non, en fait, le contrat chinois ou le contrat entre la RDC et les entreprises chinoises demande à être expliqué avec un peu plus de profondeur pour que les gens comprennent exactement ce qu'il y a eu. Premièrement, il faut noter que les économies occidentales qui sont riches et développées recourent aujourd'hui aux capitaux chinois pour financer leur développement. L'Amérique recourt à la Chine pour couvrir le déficit de ses finances publiques. Donc, c'est pas Pourquoi ça a été un problème avec le Congo? Oui, donc c'est pas mal pour la RDC de recourir aux capitaux chinois. Mais bien sûr, ce sont les termes de la négociation qui peuvent des fois déranger. Ils avaient été bons, ils avaient été mauvais. Bon, un contrat comporte plusieurs articles. Il se peut que certains articles soient bons et que d'autres ne soient pas bons. Et en ce qui concerne les contrats RDC-Chine, il semble qu'il y ait quelques articles du contrat qui ont eu à déranger. C'est à ce niveau-là que les amis du Fonds monétaire ont eu à faire des remarques au gouvernement de la RDC, parce que la RDC étant admise à l'initiative BTE, devrait bénéficier des prêts à des conditions assez exceptionnelles, des conditions concessionnelles. Mais les contrats chinois, à certains égards, n'étaient pas si concessionnels. Il fallait les ramener à cette dimension-là pour que l'on puisse dire que oui, les Chinois sont réellement en train d'aider les Congolais. Et je crois que la question a été réglée. On a revu cette clause du contrat, donc ça devrait normalement nous aider. Si on arrive à mettre en œuvre de manière satisfaisante les contrats, ça devrait aider l'économie à reprendre. Ça peut être aussi le cas quand vous traitez de la globalisation financière. Effectivement, parce que l'idée de la globalisation, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que les économies du monde s'ouvrent, qu'elles s'intègrent pour que les capitaux mondiaux puissent permettre la croissance pour toutes les économies du monde. C'est dans cette orientation-là que la globalisation a été conçue. Mais dans sa mise en œuvre, il y a quand même quelques éléments qui dérangent. Parce que l'idée de départ, c'était que les capitaux devraient quitter les pays riches pour aller vers les pays pauvres, afin que dans le long terme, il y ait une sorte d'égalisation du niveau de vie entre pays riches et pays pauvres. Mais les faits montrent que les choses ne sont pas allées ainsi. C'est comme si les capitaux ont quitté les pays du Sud pour aller vers les pays du Nord. J'ai fait remarquer que les capitaux chinois sont allés vers l'Amérique pour financer le déficit du gouvernement américain. Donc le mouvement n'a pas été celui escompté. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a certains éléments du puzzle qui ont dérangé, notamment la présence des conflits dans certains pays africains. Les capitaux auraient bien pu se loger en Afrique, mais à cause des conflits, les propriétaires des capitaux sont un peu méfiants et donc, bref, les capitaux ne vont pas vers l'Afrique. De tout ce que vous dites dans l'ouvrage que vous sortez chez l'Harmattan, est-ce qu'on peut quand même quelque part dire que il suffit pas seulement d'avoir des capitaux, il suffit pas d'avoir des ressources naturelles pour qu'il y ait croissance? Oui, il faudrait réunir un ensemble d'éléments pour que la croissance soit là. Quels peuvent être les autres éléments, par exemple? La sécurité, la paix, ce sont des éléments importants pour la croissance. Parce que quand il n'y a pas de sécurité, aucun investisseur ne peut s'engager dans le pays. Quand il n'y a pas la paix, les opérateurs économiques ne peuvent pas aller travailler, les personnes ne vont pas au travail, les enfants ne vont même pas à l'école. Comment est-ce qu'on peut alors parler d'une croissance dans ces conditions-là? Et lorsque on veut faire une croissance forte, il faut que l'État puisse accompagner les efforts des privés en dotant le pays d'infrastructures de qualité et en quantité suffisante. Les routes, l'énergie, ce sont des éléments très importants pour faire avancer une économie. Et quand ces éléments ne sont pas là, ça dérange. En plus des routes, il faut aussi dire qu'il faudrait avoir une administration publique efficace pour permettre aux opérateurs économiques justement d'obtenir rapidement les autorisations qu'il leur faut pour bien œuvrer dans le respect du cadre légal qui existe ou qui est en vigueur dans le pays. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faudrait ajouter à l'investissement en capital physique et l'investissement en capital humain pour que l'économie puisse faire de la croissance. Ça veut dire qu'en d'autres termes, vous parlez là de la qualité des institutions et de la stabilité politique sur la croissance. Oui, ce sont des éléments très importants à ne pas négliger pour que l'on puisse faire une croissance forte et soutenue et qui pourrait avoir une incidence sur le niveau de vie de la population. Je voudrais, à ce niveau, que Alexandre Choué-Mbo
que vous essayez de vous reprendre pour faire ressortir le sucre même de l'ouvrage que vous venez de publier? Bon, en substance, j'ai fait remarquer dans l'ouvrage que la croissance économique, c'était un accroissement du niveau de la production. Et pour que la production augmente, il faudrait agir sur un ensemble de facteurs. J'ai mis en évidence les principaux déterminants de la croissance, qui sont le capital physique, le capital humain et le travail. Mais en plus, là, j'ai fait remarquer qu'il faudrait faire intervenir d'autres facteurs pour développer l'économie et consolider la croissance. Et parmi ces facteurs, j'ai parlé justement de la bonne gouvernance, qui est un élément très important. J'ai parlé également des orientations à prendre pour ce qui est de la position extérieure nette du pays. J'ai également parlé de l'influence de la stabilité politique sur la marche de l'économie, de la sécurité, bref, de l'absence des conflits ou de l'absence des conflits sur la marche de l'économie. Et à travers la lecture que j'ai eu à faire, j'ai pu montrer que si les économies africaines sont aujourd'hui à la traîne par rapport aux économies occidentales ou aux économies asiatiques, c'est justement parce qu'on n'a pas une économie qui, aujourd'hui, se fonde sur une vraie vision de développement. Certains décideurs politiques agissent non seulement parce qu'ils ont des comptes à rendre à la population, mais aussi parce qu'ils ont des besoins personnels à satisfaire, alors qu'un décideur doit avoir une vraie vision pour l'économie, pour que celle-ci puisse justement se développer. Là est un élément important sur lequel il faudrait tabler. Mais en plus, cet élément-là, il faut faire remarquer aussi qu'il y a certaines contraintes qui pèsent sur nos économies, qui demandent d'être desserrées, mais on n'arrive pas à les desserrer à cause d'une absence de vision politique en la matière. Donc c'est pour dire que les décideurs politiques ont un rôle important à jouer pour desserrer les contraintes, créer des bonnes perspectives pour l'économie. Mais il faudrait qu'ils le fassent dans un cadre bien défini et en ayant des égards sur certains éléments. Que cela soit pour le gouvernement actuel ou pour les gouvernements à venir, ce que vous dites se maintiendra. La théorie économique est une et restera une. Le contexte social change, mais la théorie reste une. Et il est important de savoir ce que dit la théorie pour savoir ensuite qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'on puisse réellement changer le cours des choses. Mais ce qui dans la pratique est de la Chine, de l'Europe ou des États-Unis n'est pas forcément ce qui devrait se faire pour la République démocratique du Congo. Non, non, c'est ce qui a été fait en Chine qui doit se faire en RDC, ce qui a été fait en Amérique qui doit se faire en RDC. Ils ont accru de manière substantielle leur taux d'investissement en capital physique et en capital humain. Et c'est très important. Aujourd'hui, les pays tels que la Corée du Sud, qui aux alentours des années 50-60 avaient un niveau de vente plus ou moins identique au nôtre, sont comptés parmi les pays les plus riches au monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu à faire ce qu'on appelle de l'imitation efficace. Ils ont compris qu'ils étaient en retard parce qu'il y avait un problème d'investissement dans le capital physique et dans l'homme, et ils ont fait un effort pour attirer davantage de capitaux vers eux. Ils ont fait un effort pour accroître de manière substantielle leur taux de scolarisation. Ils ont amélioré leur système éducatif, leur système de santé, et c'est après qu'on a vu que leurs économies ont eu à renouer avec la croissance, et ils ont fait des progrès énormes jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils soient comparés aux pays de l'Occident. Nous étions au même niveau. Donc il faudrait que l'on puisse emboîter le pas, faire de même, chercher à accroître de manière substantielle le taux d'investissement en capital physique, capital humain, améliorer les infrastructures du pays, doter les opérateurs économiques des moyens conséquents pour qu'ils puissent aller de l'avant dans leurs entreprises et que l'on puisse créer suffisamment d'emplois et donner aux Congolais l'occasion de vivre de manière décente. Alexandre Chouimbo, je rappelle que vous êtes enseignant à l'Université protestante du Congo. Votre parcours, comme on l'a dit, il est assez élogieux. Et ceux qui chercheront à en savoir plus iront peut-être retrouver croissance économique dans une perspective africaine. C'est le titre de l'ouvrage que vous venez de publier. Entre guillemets, c'est sur B1. À dimanche prochain, bonsoir.
connaît une banque qui est ouverte 24 heures sur 24. Une banque qui évolue avec son temps et fournit les mêmes solutions bancaires que les meilleurs de ce monde. Grâce à ses conditions maximales de sécurité et à sa réputation d'innover dans le secteur bancaire, avoir le contrôle sur vos transactions devient encore plus facile. D'un simple clic avec Rawbank Online, faites vous-même toutes vos transactions. Transférez de compte à compte de votre banque vers une autre partout en RDC et même à l'étranger. Rawbank is my bank. Pourquoi elle reste toujours en groupe? C'est sans doute une habitude des filles. Allez, vérifions. Allez chercher la saveur. Allez chercher le plaisir. Allez chercher un Yogetta. À présent, dans un nouveau look décontracté. Portés par une véritable passion, nous avons imaginé des dessins originaux. Animés par un amour véritable, nous avons créé des couleurs expressives. Nous nous employons depuis 1846 à vous proposer des créations de grande qualité qui sauront vous inspirer. Flisco, le vrai, l'original. Salut! Je suis complètement usé. Vraiment? Mais j'ai commencé avant toi. Comment tu fais? Facile, mes poils double action ont une forme en V unique qui les fait durer longtemps et leur permet de passer entre les dents pour un nettoyage en profondeur. Waouh! Ces poils taillés en V nettoient vraiment en profondeur et durent longtemps. En plus, Colgate double action enlève les bactéries sur la langue et les joues pour un nettoyage de la bouche. Colgate double action pour des dents fortes et saines. Colgate recommandé par les dentistes. Il y a des millions de raisons de sourire, comme la raison numéro 15 qui vous permet de communiquer sans compter avec la promo Allo Nalo. Avec la promo Allo Nalo de Tigo, recevez un max de minutes Tigo en activant les forfaits pour communiquer pendant longtemps. Pour recevoir 7 minutes, tapez étoile 20 20 étoile 25 dièse. Notez bien, pour 7 minutes, tapez étoile 20 20 étoile 25 dièse. Coût 25 unités. Pour recevoir 20 minutes, tapez étoile 20 20 étoile 50 dièse. Notez bien, pour 20 minutes, tapez étoile 20 20 étoile 50 dièse. Coût 50 unités. Promo Tigo Allo Nalo, una kuluba ko talatin. Promo Tigo Allo Nalo, una kuluba ko talatin. Promo Tigo Allo Nalo, una kuluba ko talatin. Souriez, vous avez Tigo. Évadez-vous ce week-end à l'hôtel Memling et profitez d'un moment de confort et de relaxation dans nos chambres à seulement $230 la nuit avec le petit déjeuner inclus pour une ou deux personnes. Pour réserver votre chambre, appelez-nous au 081 555 77 00 ou 099 603 7000. Faites-vous plaisir ce week-end chez nous. L'hôtel Memling, le choix pour vos conférences et banquets à Kinshasa. Top, c'est parti! Avec Top, la vie est top. Allez, tous ensemble! C'est la bonne humeur et la fraîcheur. C'est pétillant et surprenant. C'est délicieux et merveilleux et au bon goût de fruits. Et oui, c'est ça l'effet Top. Un délicieux goût de fruits et de bonne humeur. Avec Top, voyez la vie en top. Et pour encore plus de plaisir, découvrez vite les nouvelles bouteilles Top Cola et Top Tropical au format 33 centilitres, 50 centilitres et 1,5 litre. Encore plus pratique, encore plus top. Voyez la vie en top. Vraiment, c'est un très bon goût. Ah, cette fois-ci, je te lâche pas si tu me montres pas comment tu prépares cette mayonnaise. Franchement, bravo.